Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes jeudi 16 mars, il est un peu plus de 17h30 aujourd'hui, ce soir sur les Champs-Élysées. Des amoncellements de poubelles, mais pas trop de klaxons et pas de marteau-piqueurs. Les travaux sont à l'arrêt et tant mieux pour l'enregistrement de cette conférence que vous pouvez retrouver au plus tard lundi matin sur notre site internet, sur notre fil LinkedIn et sur notre chaîne YouTube. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, pardon, au nom de l'équipe Finaltis, sommes ravis de vous accueillir ce soir. Commençons tout de suite à ce point de gestion qui va être très riche et que nous tenterons de contenir dans 45 minutes. Donc l'avertissement que beaucoup d'entre nous connaissons maintenant par cœur. Voilà, commençons tout de suite par les performances. Celles-ci sont affichées à la fin du mois dernier, donc à fin février. Nos 4 fonds investissant sur les actions sont depuis le début de l'année en net rebond. Les marchés ont été haussiers. On les a, en tout cas pour la plupart de nos fonds, hors du fonds de minières aurifères Gold, surperformé. L'Eurostoxx était en hausse de près de 12% à fin février depuis le début de l'année. Le Standard & Poor's 500, les actions américaines de manière générale ont sous-performé, on en reparlera Bruno et moi pendant cette présentation depuis le début de l'année, est à plus 3,4 et le Nasdaq est à près de 10%. Finaltis Titan, donc le cœur de nos portefeuilles en gestion flexible discrétionnaire est à plus 8% depuis le début de l'année. Finaltis Efficient Beta Euro, donc action de la zone euro, gestion sur les titres de faible volatilité est à plus 11, un peu plus de plus 11 depuis le début de l'année. Finaltis Digital Leader, donc le fonds thématique sur les valeurs digitales est à plus 13. Et donc les minières aurifères, Finaltis Gold est en légère baisse, en légère par rapport à cet univers des minières aurifères très volatile, moins 4%. Si on actualise à avant-hier, Finaltis Titan, donc les marchés ont été un peu moins brillants sur cette première moitié de mars, puisque l'Eurostoxx a perdu à peu près 1%, Standard & Poor's un petit peu moins, et le Nasdaq était en légère hausse. Finaltis Titan est toujours en hausse de 7% depuis le début de l'année, Efficient Beta de 8%, Finaltis Digital Leader de près de 12%, et Finaltis Gold repasse en territoire positif depuis le début de l'année, grâce à un très très beau rebond de plus de 5% sur la première moitié de mars. Si on se compare, on va faire uniquement le fonds Finaltis Titan, mais on peut évidemment le faire sur tous nos fonds. Dans la base Cantanis, il y avait pratiquement 1500 fonds répertoriés il y a 3 jours dans la catégorie allocation flexible monde, celle à laquelle appartient notre fonds flexible Finaltis Titan. Depuis le début de l'année, le fonds Titan est en surperformance de plus de 4% sur l'année passée, et malgré une année 2022 très défavorable à notre style de gestion et notamment à nos valeurs de croissance résiliente, celles dans lesquelles nous investissons en Titan, on y reviendra, on est presque à 2% de surperformance quand même sur les 12 derniers mois glissants, et sur 5 ans, une performance de plus de 8,5%, une surperformance de plus de 8,5% pour Finaltis Titan par rapport à sa catégorie. Alors, commençons très rapidement par un point de marché, un point macroéconomique. Bruno, que s'est-il passé ? Alors, bien sûr, beaucoup de volatilité, vous l'imaginez, avec une densité d'événements rarement vus ces derniers mois. D'abord, ça a commencé début février, un chiffre du chômage, donc le chômage de janvier, qui a été le plus gros écart entre le consensus et le chiffre annoncé. Et ça a entraîné, comme vous voyez sur ce graphique, une hausse continue du 2 ans américain, une tension qui a quasiment 80 BP de tension au cours de février jusqu'à mars. Et à ce moment-là, est arrivé, après des annonces un peu agressives de Jérôme Powell sur la nécessité peut-être d'avoir un taux terminal sur la Fed un peu plus élevé que ce qui était anticipé par les opérateurs. Vous voyez cet effondrement spectaculaire du 2 ans américain qui a fait son plus gros mouvement journalier depuis 82, donc plus de 40 ans, avec un petit rebond derrière. Et pourquoi un tel mouvement ? Tout simplement la faillite de la fameuse, maintenant personne ne la connaissait, mais de
Silicon Valley Bank, qui est quand même le 16e établissement bancaire, qui était le 16e établissement bancaire aux États-Unis. Et bien entendu, le 2 ans, qui est un très très bon prédictif des décisions de la Fed, s'est affaissé en anticipant une Fed qui, du coup, devrait être moins agressive, parce que plus la Fed monte, plus les moins-values latentes dans les bilans des banques gonflent. C'est exactement ce qui s'est passé chez SVB, qui en plus, mais on en parlera, a un risk management assez particulier, on va dire. Donc, ce à quoi on assiste, c'est un pivot de la Fed. En fait, on va peut-être avoir un pivot de la Fed qui sera entraîné par des événements pas forcément positifs. L'emploi est toujours assez tendu aux États-Unis, et donc une situation toujours assez compliquée pour les banquiers centraux, et Powell en particulier, coincé entre la peste et le choléra, on va dire. D'un côté, la nécessité de lutter contre l'inflation, et puis de l'autre, la nécessité de protéger, bien sûr, les agents économiques systémiques comme les banques. Alors, un petit mot quand même sur la SVB, puisque depuis 2008, on n'avait pas eu le droit à une faillite bancaire de cette ampleur. Donc, bien sûr, ce qu'on craint toujours dans le monde bancaire, c'est la contagion. Et ce qui entraîne la contagion, c'est bien sûr les hommes politiques qui passent à la télé en disant ne vous faites pas de soucis, il n'y aura pas de contagion. Ce qu'a fait Bruno Le Maire il y a quelques jours. Donc, c'est précisément ça qui entraîne la nervosité chez les opérateurs. Donc, on a eu en fait la SVB qui a fait face à des rachats très très spectaculaires suite à des rumeurs effectivement de moins-value sur son bilan assez spectaculaire, sans gestion du risque de taux d'intérêt. Et donc, une banque est censée, bien sûr, a le droit d'acheter des emprunts d'État, qui sont les placements les moins risqués du monde, sauf qu'avant d'être remboursés, ces placements peuvent passer par des périodes de moins-value très importantes liées à la hausse des taux. Et c'est ce qui est assez nouveau en fait dans le monde bancaire, qu'on doit tous avoir en tête, c'est que avant, pour récupérer son argent, les gens allaient passer un coup de fil à une personne physique, voire même aller dans la rue, faire la queue. Aujourd'hui, ils utilisent un dispositif performant qui s'appelle un téléphone, et ce qui a permis à la Fed, aux clients de la SVB, de retirer 42 milliards en une journée, bien sûr, après ayant lu dans la presse un certain nombre de rumeurs, et puis avec quelques personnalités emblématiques. On en citera une, Peter Thiel, qui est un investisseur très très connu de la vallée, qui a été un des premiers, le premier investisseur significatif dans Facebook, aujourd'hui Meta, qui a dit à tous ses affidés, toutes les startups dans lesquelles il a investi, de vite sortir leur argent de la SVB. Donc voilà une faillite bancaire qui a des conséquences jusqu'en Europe, quoi qu'en disent les hommes politiques, puisque c'est pas par hasard que le Crédit Suisse est sous le feu des projecteurs ces derniers jours. Alors, un point sur l'inflation. Là, le chiffre qui vous est montré dans sa progression, son évolution, c'est le CPI, donc la consommation, l'inflation à la consommation au niveau du consommateur. Elle est à 6% en février, elle est à 6,4% en janvier. Il est important d'avoir en tête qu'on est sur des chiffres, des statistiques qui sont en glissement annuel. Donc, à partir du moment où vous avez chaque mois nouveau un mois ancien de l'année passée qui s'efface, et que les mois nouveaux ont des niveaux d'inflation inférieurs à ceux de l'année passée, eh bien vous avez un rythme annuel qui baisse. C'est assez simple. C'est pourquoi on peut de façon assez évidente noter que le CPI va baisser et va continuer à baisser, puisque en glissement annuel, il faudrait qu'il y ait une très forte remontée mensuelle pour que le chiffre en glissement annuel ne continue pas à baisser, puisque depuis juillet dernier, les niveaux d'inflation mensuelle sont bas. C'est pourquoi ce chiffre et la façon qui est calculée donne une certaine latitude à Jérôme Powell. Là, au moins, il y a potentiellement quelques nouvelles positives à anticiper. Alors, les perspectives ont beaucoup changé et les estimations, le consensus des analystes a beaucoup évolué ces dernières semaines quant à cette potentielle 10e hausse consécutive des taux par la Fed. Pourquoi ? Eh bien, quand on regarde d'abord le constat, tout le monde était, 90% des analystes étaient convaincus
février, lorsque nous sommes parlé lors du dernier point mensuel, qu'il y allait avoir, lors de la prochaine réunion, le 22 mars prochain, une hausse des taux de 50 points de base. Le 10 mars dernier, l'avis des analystes n'était plus tout à fait le même. On était à peu près à 50% d'analystes qui pensaient 50 BP et à peu près 50% 25 BP. Et puis depuis la faillite de la SVB, ça s'est considérablement déplacé puisque il est évident que si la Fed continue à augmenter ses taux, ce dont parlait Bruno, c'est-à-dire les moins-values latentes dans les bilans des banques vont gonfler, la fragilisation des banques va augmenter, c'est bien la dernière chose qu'on veut, c'est-à-dire d'autres banques, enfin en tout cas qu'on veut tous et que la Fed en particulier veut éviter, c'est que d'autres banques viennent à avoir des difficultés telles qu'elles soient amenées à faire faillite. Donc on a un déplacement en l'occurrence et les anticipations sont aujourd'hui plutôt encore sur 25 BP de hausse, voire pas de hausse du tout, comme Goldman Sachs l'a affirmé avant-hier. Bon, on va le voir, sur un cycle de resserrement monétaire. On le sait tous, la particularité de ce cycle, c'est que les Américains ont pris de l'avance. Donc la Fed a à peu près 4 mois d'avance sur la Banque centrale européenne et c'est un des éléments, ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments d'explication quant à la surperformance qu'on peut observer sur les marchés en Europe. Vous l'avez sur une période d'1 an. Donc, si on regarde sur long terme, moyen terme, pardon, une année, eh bien, on a un Eurostoxx qui surperforme assez nettement les valeurs américaines. Pour autant, ce n'est pas du tout ce qu'on observe ces derniers jours. Nos portefeuilles chez Finaltis ont pivoté et on est plus aujourd'hui orienté, on est plus significativement orienté vers les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on pense que les entreprises, on y reviendra et on vous donnera quelques exemples, les entreprises américaines hors zone euro et certaines entreprises suisses notamment, sont beaucoup plus attractives du point de vue de leur cours boursier parce que leurs activités opérationnelles nous semblent plus robustes. Certes, nous avons connu autour de l'année passée une surperformance de la zone euro, mais chez Finaltis, nous pensons que ceci est en train de changer et ça s'appuie sur de bonnes raisons. Alors, 4 exemples, justement. Alors voilà, on voulait vous illustrer notre process d'investissement avec 4 idées sur lesquelles on conseille, on investit nos mandats, on investit nos fonds et bien sûr, selon notre analyse, toujours, hein, il nous semble assez rationnel d'investir aujourd'hui sur ces sociétés-là à partir du moment où, bien sûr, on a du temps devant soi. Donc, nous, pour revenir sur ce qu'on fait chez Finaltis, on se concentre sur des actifs productifs. Donc, un actif productif, Warren Buffett, qui a toujours beaucoup de talent pour trouver des images pour illustrer son métier, un actif productif, c'est comme une ferme qui va vous faire des bons œufs et du bon lait. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche et il faut savoir que dans le champ des possibles pour un investisseur, il y a beaucoup d'autres choses que des actifs productifs. Vous pouvez acheter par exemple des obligations, quand les taux étaient très bas, il y avait des obligations d'État à taux négatif. Et là, vous avez Nestlé sous les yeux, Nestlé a émis à taux négatif, donc une obligation dont vous aviez l'assurance qu'à terme, elle vous serait remboursée moins cher que ce que vous avez souscrit au départ. Quand vous achetez ce genre d'actif, c'est en espérant qu'il y aura plus fou que vous et que vous allez pouvoir vendre cet actif à un meilleur prix, alors même qu'on sait que sur la durée, c'est un actif qui détruit de la valeur. Les crypto-monnaies, par définition, sont des actifs non productifs. L'or est un actif non productif. C'est pour ça qu'on préfère les mines d'or. Donc, nous, on se concentre sur des actifs productifs uniquement, dit autrement, des sociétés qui fabriquent des biens ou des services et sur lesquels il y a un effet de sédimentation année après année et une très forte visibilité. Donc, Nestlé, c'est l'incarnation de ces actifs productifs. Les gérants suisses, depuis 50 ans, quand ils n'ont pas d'idée pour investir une nouvelle souscription dans un de leurs mandats, ils achètent du Nestlé et ça fait 50 ans que ça fonctionne à peu près. Mais vous verrez que ça n'empêche pas que ces titres-là peuvent parfois accumuler beaucoup de retard. Donc, ce qui est très intéressant, les actifs
actifs qui nous intéressent chez Finalty, c'est des sociétés qui ont beaucoup de produits et qui ont beaucoup de clients. Voilà, c'est exactement ce que fait Nestlé. Ça ne serait pas aberrant sur une société aussi diversifiée qu'un investisseur monte un fonds en fait dont le seul actif serait Nestlé. C'est interdit bien sûr puisqu'on est soumis en tant que gérant d'actifs à des ratios de diversification 5, 10, 40 pour les spécialistes connaissent ça et donc on ne peut pas faire un fonds avec juste du Nestlé. Mais en fait, si quelqu'un avait fait un fonds avec juste du Nestlé, en fait, il battrait, c'est un peu une humiliation, hein, je vous le dis, ne le répétez pas, pour tous les gérants qui font ce métier, ce fonds aurait battu à peu près tous les fonds sur Terre. Donc, en plus de ça, on parle d'une société qui innove beaucoup. Je vous cite juste 2 produits qui montrent le fait que Nestlé ne se repose pas sur ses lauriers. On parle d'un espresso qui serait en fait un espresso à nutriments, donc un dispositif un peu plus complexe que l'espresso que vous avez chez vous aujourd'hui, avec un petit réceptacle pour mettre de la salive tous les matins, et donc il détecterait vos carences ou vos excès et vous préparerait une petite capsule rien que pour vous, avec des vitamines et minéraux tous les matins. Plus proche de nous, hein, puisque ça a été déjà lancé dans beaucoup de pays en Europe, c'est le fameux KitKat Vegan, voilà, qui a un grand succès. Voilà, donc on peut voir ensuite comme autre société Johnson & Johnson. Donc, c'est pas un nom très, très familier en Europe. En revanche, ce qui est très familier pour vous, c'est beaucoup des produits de cette société. J'en citerai 3, Neutrogena, la Biafine et le Petit Marseillais, malheureusement, qui n'est plus marseillais, comme vous l'avez compris, qui est américain aujourd'hui. Là aussi, même chose qu'avec Nestlé, un gérant qui aurait décidé, un gérant fou, hein, qui aurait décidé d'avoir un fonds avec une seule entreprise, et ben en fait, c'est pas si fou que ça de choisir Johnson & Johnson, puisqu'on est sur un titre qui lui-même est très diversifié dans ses activités, avec 3 grands pôles, le pôle consumer, le pôle professionnel avec les dispositifs médicaux, les scanners, les prothèses, etc. Et tout ce qui est la pharmacie, c'est aussi un groupe pharmaceutique classique. Alors, un mot sur Procter & Gamble, qui est notre 3e titan de titans. Donc là, les Procter & Gamble, là aussi, on n'est pas sur un nom très, très familier, hein, pour l'homme ou la femme de la rue en France. Et pourtant, tout le monde est très familier avec les marques de cette entreprise. Donc, je vais vous citer quelques marques milliardaires en chiffre d'affaires, bien sûr, et qui sont vendus en France. Always, Ariel, Gillette, Duracell, Head & Shoulders, Pampers, Pringles, Oral-B, etc., etc. Voilà, donc là aussi, on est sur un groupe très, très diversifié, exactement le genre de société sur lesquelles on aime investir chez Finaltis. Et enfin, un mot sur Microsoft. Donc là aussi, on adore voir un camembert comme ça en 3 parties bien équilibrées, donc des produits d'entreprise, des produits d'infrastructure, le cloud, et de l'informatique plutôt orientée retail, et bien sûr une société qui innove beaucoup, on vous donnera quelques chiffres, et qui est au cœur de l'actualité avec sa prise de participation dans ChatGPT, et qui n'a pas encore entendu parler de ce large modèle de langage. Alors, les titans des titans, comme tous les titans, des histoires très longues. Donc là, on parle d'entreprises qui ont été fondées l'une d'entre elles, Procter & Gamble, par le rapprochement entre un Irlandais, l'activité d'un Irlandais, et l'activité d'un Anglais dans la paraffine, la première moitié du 19e siècle. On a des entreprises qui ont traversé non seulement des crises, mais des guerres, et qui ont démontré année après année, décennie après décennie, dans certains cas siècle après siècle, qu'elles savaient résister et qu'elles savaient croître malgré les vicissitudes du temps. Voilà. Alors, Microsoft, qui est la plus grosse d'un point de vue boursier, on est à presque 2000 milliards, enfin en l'occurrence 1875 milliards de dollars de market cap. Ça a été fondé en 1975 seulement, en profitant
d'un raté, on peut le dire, hein, d'un point de vue stratégique, d'une entreprise qui n'est plus, de notre point de vue, depuis longtemps, un titan, IBM, qui n'avait pas du tout vu qu'on allait passer du mainframe au computer, enfin au personal computer, donc au ordinateur qu'on aurait chacun sur nos bureaux, et qui a donc abandonné la possibilité de fabriquer des systèmes, des OS, hein, des operating systems, sur ces petites machines que IBM méprisait, à une modeste société créée par les deux personnages que vous avez en bas à droite. Alors, ils étaient très jeunes, on ne se souvient plus, mais c'était à ça que ressemblait Bill Gates à l'époque. Et Paul Allen, le barbu, assis un peu plus âgé, à côté. Et donc, c'est la création de Microsoft. Et Microsoft est aujourd'hui une des plus grosses sociétés en termes de capitalisation boursière au monde. Et c'est un titan des titans. Et c'est une des deux sociétés au monde qui est ratée AAA. On en reparlera. Ces sociétés ont bien sûr toutes des positions très solides. Alors, on ne va pas passer en revue la totalité de ces positions. Bruno a cité quelques exemples. Quand on commence à avoir plusieurs marques de son portefeuille d'activité qui génèrent plus d'1 milliard de dollars et nettement plus dans certains cas par an, eh bien, on est par définition un leader. C'est le cas de toutes ces sociétés, non seulement en tant que telles, mais dans la plupart de leurs lignes d'activité. Donc, elles ont bâti de ce fait un pricing power, en mauvais français excellent, qui leur permet de, surtout dans un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, où l'inflation étant reprise, de transférer vers leurs clients, grâce à ce pricing power, grâce à la qualité de leur marque, eh bien, l'inflation qu'elles peuvent subir sur leurs intrants, sur leurs coûts, et donc à préserver, en tout cas à moyenne échéance, leur marge, voire même elles arrivent à avoir une sensibilité prix négative. C'est le cas de Microsoft. Imaginez ce qui se passerait si Microsoft nous disait à chacun d'entre nous, eh bien écoutez, l'abonnement de notre Windows est augmenté de 10%, eh bien on paierait. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, une société aujourd'hui ne peut pas démarrer le matin sans Microsoft. Elles ont, ces entreprises, une réelle vision extra-financière. Il est bien évident que, et c'est ce que nous pensons chez Finaltis, on a des signaux très importants à travers l'extra-financier, et on y attache beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce que si on néglige l'extra-financier dans la durée, on négligera forcément et on échouera sur le financier. Eh bien, ces entreprises ont une volonté depuis fort longtemps, pas seulement depuis que c'est mesuré, à entretenir et à s'améliorer en permanence sur ces critères par divers biais. Vous en avez encore là, ici, une liste, et ça se concrétise par des notes. Là, les références qu'on vous donne sont des notes qu'on utilise centralement chez Finaltis, qui viennent de chez Moody's, mais quelles que soient les agences extra-financières, eh bien, ce sont des entreprises qui ont de bonnes notes en matière environnementale, sociétale et de gouvernance par rapport à leur secteur et d'une manière générale. Au total, puisque ces entreprises ont bâti des business d'une grande récurrence, à la croissance résiliente, avec des barrières à l'entrée très fortes, et l'ont fait dans des conditions extrêmement raisonnables de financement, sans s'endetter excessivement et en préservant leur bilan, eh bien, ça n'est pas une surprise qu'aucun de nos titans ne soit high yield. Tous nos titans sont investment grade. Et c'est pourquoi on se permet d'accoler, comme le font les Américains, c'est moins connu en Europe, le terme d'investment grade à equities. Donc, on considère que ce sont ces titans des membres d'une classe d'actifs très particulière, l'investment grade equity, qui est quelque part entre les actions classiques, enfin les marchés d'actions, et puis les obligations. Et donc, les 4 titans dont on vous a parlé, vraiment le cœur des titans, eh bien, elles sont très, très bien notées. Il y a Johnson & Johnson, Microsoft, les 2 dernières entreprises au monde à être ratées AAA. Si on les regarde, eh bien, ces qualités opérationnelles, ces qualités bilancielles leur permettent d'assurer un excellent traitement des investisseurs, de leurs actionnaires, et de réserver un excellent traitement à leurs actionnaires que nous sommes. Et en l'occurrence, ça se matérialise par non seulement du dividende, mais du dividende en croissance. Et selon le nombre d'années que vous avez à distribuer du dividende, et à fortiori du dividende en croissance, eh bien, vous méritez un qualificatif d'aristocrate du dividende ou de roi du dividende quand cela fait plus de 50 ans, comme Procter & Gamble ou Johnson & Johnson, alors que vous distribuez un dividende en hausse. Alors, le record absolu n'est pas sur cette transparence, c'est 3M qui, depuis 1913, donc 110 ans, distribue un dividende en hausse. Alors sur on pourrait imaginer que des valeurs avec les qualités qu'on vous a citées là sont inachetables. En fait, vous verrez que
il y a des points d'entrée aujourd'hui qui sont tout à fait corrects sur ces titres, puisque là, sur Nestlé, effectivement, la hausse est assez impressionnante sur 5 ans, mais en fait, vous vous rendez compte qu'on l'achète quasiment sur les cours de fin 2019. Et pourtant, on vous a extrait quelques lignes du compte de résultat, donc la plus importante, le chiffre d'affaires, la deuxième plus importante, le résultat net, et puis l'EBITDA, le bénéfice par action, et tout ça, ça monte année après année, et même dans des chocs extrême, et Nestlé arrive à faire monter son chiffre d'affaires. Bien sûr, il y a eu le Covid, donc il y a des petites ruptures, mais sur 2 ans, 3 ans, à tous les coups, vous avez un chiffre d'affaires qui monte, et c'est exactement ce qu'on recherche, puisque le premier signal d'alerte pour nous, c'est une inflexion sur la top line, comme on dit en bon français, c'est-à-dire la ligne du haut, le chiffre d'affaires. Si ça commence à baisser tendanciellement, c'est souvent le signe qu'il se passe quelque chose de pas très bon, qu'il y a une dynamique qui est perdue, ce qui n'est pas du tout le cas de Nestlé sur les 5 dernières années, comme vous pouvez le voir. Même chose sur Johnson & Johnson, qui a traversé cette crise aussi du Covid, qui l'a touché, dont d'autres divisions ont profité un peu, mais là aussi, on a une croissance très, très régulière au niveau de la première ligne du compte de résultat, du résultat net. Voilà. Donc là, on vous a pris juste 5 ans, mais vous voyez les chiffres verts sur la droite. On est sur une période de 5 ans, on est en croissance à peu près sur tous ces éléments. Idem sur Procter & Gamble, voilà, beaucoup de régularité, pas de la croissance explosive. Alors la croissance explosive, on va le voir sur la slide suivante, c'est Microsoft qui cumule toutes les qualités, une société très robuste, très bien ratée, comme on vous l'a dit, et qui en plus a une croissance très rapide et qui selon nous devrait continuer à être très rapide, notamment s'ils arrivent à prendre ce virage sur l'intelligence artificielle avec talent, comme il semble réussir à le faire. Alors, parlons maintenant des cours, c'est important quand même. Est-ce qu'il faut, maintenant qu'on est persuadé, que nous, je ne sais pas si on vous a convaincu, mais nous, on est persuadé que ce sont des bonnes entreprises, il faut quand même faire les meilleurs efforts pour les acheter à des bons cours. Donc, vous voyez que Nestlé, sans doute, sous l'impact de la hausse des taux suisses, qui étaient très négatifs, qui sont devenus très significativement positif, a perdu du multiple. Il fallait dépenser 27 fois les résultats de l'année des 12 mois à venir, début 2022, pour s'acheter une action Nestlé. Aujourd'hui, 20 fois suffisent. Donc, vous voyez qu'en termes de stress, au travers du multiple, on se rend compte que l'action est quasiment aussi stressée qu'au milieu de l'année début 2020, quand on était en plein Covid. Sur Johnson & Johnson, là aussi, on est plutôt dans le bas du range de valorisation. Donc, tout ça s'explique parce que, en fait, quand les taux montent, et aux États-Unis, Johnson & Johnson, on va dire, s'est retrouvé avec un concurrent qui s'appelle l'État américain, du haut de sa superbe, de ses 11 porte-avions nucléaires, qui a dit, moi, je peux faire aussi bien que Johnson & Johnson, je peux vous rémunérer votre épargne à 4% sans risque. Donc, bien sûr, ça met sous pression les multiples, mais on sait très bien que Johnson & Johnson, les taux, ça va, ça vient, alors que le bénéfice par action chez Johnson & Johnson, c'est là quasiment chaque année en croissance. Et donc, aujourd'hui, à 14 fois les résultats, on peut acheter une ou plusieurs actions Johnson & Johnson. Et on peut faire à peu près la même analyse sur les autres titres. Vous voyez qu'on est plutôt en bas de range aussi. Donc, la valorisation n'est ni un art ni une science, mais en tout cas, il faut essayer de faire preuve de perspicacité pour acheter pas trop cher. C'est comme ça qu'on a un return plus rapide. Le plus important étant bien sûr de choisir les bons actifs. Et donc, vous voyez, même Microsoft, après avoir chanté les louanges de Microsoft, vous voyez que le titre est finalement là aussi quasiment dans des niveaux de stress de valorisation, pas stress opérationnel, tout va bien chez Microsoft, dans des niveaux de stress de valorisation équivalents à ce qu'on avait en plein dans le Covid, quand on était tous enchaînés chez nous sur notre canapé.
Voilà, donc si on prend un peu de hauteur, bien sûr, le rendement annualisé sur ces titres-là est incroyable. Le plus médiocre, si on peut dire, c'est Johnson & Johnson qui annualise sur 20 ans à 8%. Le plus remarquable, c'est Microsoft à 15%. Bon, dans tous les cas, c'est assez extraordinaire. Sur 5 ans, on a aussi un beau rendement annualisé, mais on pense qu'il est pas pour Microsoft, hein, mais pour Procter & Gamble non plus, mais il est très significativement inférieur aux tendances de long terme sur Johnson & Johnson et un peu inférieur sur Nestlé. Voilà. Et nous, on aimera calculer aussi des ratios de Sharpe sur les titres pour voir quelle unité de rendement on a par rapport à quelle unité de risque on a déployé sur ces titres-là, et on a des très bons ratios de Sharpe donc, là, et qui sont sur 5 ans finalement inférieurs aussi à leur tendance long terme. Donc tout ça pour dire qu'on pense que c'est un moment assez opportun pour un investisseur qui a 3 à 5 ans devant lui, hein, ce qui est la durée normale pour investir sur les actions. On pense que c'est une bonne idée de se positionner sur ces titres. Alors, après avoir évoqué un peu de macroéconomie, de politique monétaire, et avoir rappelé à travers ces 4 exemples ce à quoi nous croyons, et en particulier le fait que nous pensons que le moment est assez opportun pour certains de ces titres, eh bien, voyons ce que nous avons fait dans nos fonds. En commençant par Finaltis Titan, donc qui est SFDR8, intégrant explicitement les critères extra-financiers, et qui, depuis le début de l'année, est en hausse de 7,3%. Mais nous sommes convaincus, à travers la gestion active que nous avons mis en place, et Bruno va nous détailler les évolutions au cours du dernier mois, le positionnement du portefeuille, qu'il y a pas mal de jus à en tirer sur un horizon d'investissement raisonnable, au minimum 3 ans. Alors, qu'avons-nous fait au cours du mois passé ? Alors, le début de l'année, en fait, se déroule relativement bien sur nos axes de gestion. Pourquoi? Parce qu'on était très concentré, on avait beaucoup d'expositions en début d'année, pas parce qu'on savait que le marché allait exploser à la hausse en janvier, mais tout simplement parce que les valorisations nous paraissaient complètement aberrantes sur un certain nombre de titres, et notamment un certain nombre de titres de technologie. Donc, vous pouvez le voir sur la droite, on a pris des profits sur des titres qui ont fait des performances hallucinantes comme Nvidia, Salesforce. On a aussi écrété des positions qui ont très très bien progressé en début d'année. Vous le voyez sur Essilor, Walmart, et Schindler aussi, le célèbre ascensoriste, a fait un très très beau parcours en début d'année. Donc on a pris cet argent, on en a investi une partie, pas la totalité, hein. Donc c'est pour ça que notre expo a baissé tendanciellement depuis le début de l'année. On a démarré très agressif à 94%. Aujourd'hui, on a toujours plein d'idées, donc on est à 78%, mais on a un peu de provision, un peu de poudre à canon sur les portefeuilles, et on a réinvesti ça sur les titres qui avaient beaucoup de retard depuis le début de l'année, comme Novartis, Nestlé ou encore Johnson & Johnson, dont on vous a parlé assez longuement. Voilà, donc on essaie d'être cohérent entre on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Donc, comme par hasard, on vous dit qu'on a des très grosses convictions sur quelques titres américains et suisses, et vous les retrouvez dans les premières places du portefeuille, sachant que Procter & Gamble n'est pas très loin, plus dans le top 10 parce qu'on en a écrété un peu. Mais voilà, on n'a aucun mal à déployer des idées sur des très belles valeurs à des bons prix en ce début d'année. Si ces valeurs étaient amenées à beaucoup monter, l'exposition du portefeuille baisserait. Donc sur le mois, on va dire que Bank of America était un peu dans les derniers jours pollué par l'affaire SVB, mais sans ça, les choses se passent plutôt correctement, avec toujours des valeurs digitales qui rebondissent, et des valeurs comme Ecolab, très sensibles au taux d'intérêt, qui profite un peu de la détente sur les taux ces derniers jours. Alors, sur Titan, une actualité très rapidement, c'est quelque chose auquel on ne se livre pas très souvent chez Finaltis, et on trouve que l'opportunité est là. Les taux ont beaucoup remonté, on le sait tous, et ça nous donne une occasion rare, en tout cas rare ces dernières années, voire même ces 15 dernières années, de lancer un produit à capital garanti. On a choisi de le faire, certains de nos investisseurs nous l'ont demandé. On a fait un produit à capital garanti à 6 ans, garantie totale du capital à 6 ans, et indexé à la gestion de Finaltis Titan. En l'occurrence, son
obtient 100% de la hausse. Alors, on ne peut pas tout avoir, donc on obtient 100% de la hausse jusqu'à 45% de performance. Dit autrement, eh bien, à l'horizon des 6 ans, on ne peut pas performer de plus de 45%. Mais rien n'interdit, s'il y avait une performance de Finaltis Titan absolument stellaire, de dépasser d'atteindre ce cap de performance en cours de vie du produit, auquel cas, eh bien, ce serait une bonne nouvelle puisque le rendement serait supérieur au rendement cible. Notre objectif tout à fait affiché, et c'est un objectif, et le futur a ce site charmant qu'il est inconnu, mais c'est un objectif auquel nous assignerons, que nous maintiendrons pour nous, qui est de dépasser en fait des taux de rendement de 6% de fait sur 6 années, voilà, là, et les dépasser significativement. Voilà. C'est nouveau chez Finaltis, on avait refusé de le faire, quand bien même nous avons tous les agréments de produits complexes. Là, on pense qu'il y a un alignement, non pas de planète, mais un alignement de conditions tout à fait favorable pour qu'un produit tel que celui-ci, à capital garanti, soit émis maintenant. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, nous tous chez Finaltis, et on vous en dira plus. Donc, Titan Sérénité, il y aura un mark-to-market assuré, bien sûr, bien entendu, et vous pourrez sortir, si cela vous intéresse, à tout moment, en insistant bien sur le fait que la garantie est bien à 6 ans. Donc, il y a un mark-to-market et ça va fluctuer. Le sous-jacent, ce sont des actions, et les actions sont certes liquides, mais fluctuantes. On ne peut pas tout avoir. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter sur ce produit. Passons maintenant à Finaltis Digital Leader, donc notre produit investissant 100% en actions. Là, il n'y a pas de flexibilité sur le taux d'exposition en actions. On est très proche de 100% en permanence. On est à presque 12%, et en fait à un peu plus de 12% hier soir. Sur ce produit depuis le début de l'année. On attend avec une très très grande impatience que la CSSF au Luxembourg nous estampille en SFDR 8, sachant que la gestion est bien évidemment SFDR 8 maintenant depuis plus de 18 mois dans ce fonds. Donc, qu'avons-nous fait au cours de l'année passée, du mois passé sur Digital Leader? Voilà, donc là, des gros mouvements également, comme sur Titan, pas mal de mouvements, surtout liés à notre overlay de risque, puisque quand vous traitez des valeurs, 100% de valeurs digitales, bien sûr, vous avez des très, très grosses déformations. On a eu des titres qui ont monté énormément depuis le début de l'année, Nvidia, Tesla, Salesforce, un rattrapage incroyable de Airbnb. Donc, tout ça, en fait, sur tous ces titres, vous voyez des petits moins puisqu'on ne coupe pas la position. Hein, on ramène la position sur notre zone de confort qui est toujours inférieure à 4%. Donc, on adore la gestion de conviction, mais on considère qu'au-delà de 4%, si vous avez une grosse sous-performance, ça devient très, 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 très compliqué, je dirais, de protéger la valeur liquidative du fonds, surtout si ça vous arrive de manière simultanée sur 2-3 titres sur lesquels vous avez des très grosses pondérations. Et de l'autre côté, on a pris cet argent pour aller renforcer des titres qui ont fait un mois un peu plus médiocre. Donc, Charles Schwab, c'est une boîte financière. Hein, donc, forcément, elle a communiqué très, très bien ces derniers jours pour dire qu'il n'y avait aucun souci du côté de Charles Schwab, qui est en fait une banque de gestion de fortune, hein, donc qui ne prend pas de risque particulier, contrairement à SVB, et Alphabet et Amazon, qui sont aussi assez en retard depuis le début de l'année, même si au moment où on se parle, il y a une très très belle séance sur le Nasdaq qui est en hausse de 2%, tirée notamment par ces deux titres-là. Alors, on est 100% sur du digital, mais avec pas mal de diversification. Alors, un peu de diversification géographique, on aimerait qu'il y en ait plus. Malheureusement, les grands titans du digital, donc les boîtes rentables dans le digital, on les trouve surtout aux États-Unis. Mais voilà, on fait tous nos efforts pour mettre des boîtes européennes. Et là, vous avez Dassault Systèmes qui trône en bonne place dans ce portefeuille. Sur le mois, on a eu quelques bonnes surprises, notamment du côté d'une des plus petites boîtes du portefeuille, hein, qui s'appelle Palantir, hein, qui est une boîte passionnante que je vous invite à aller sur lequel je vous invite à aller vous renseigner, qui est un des leaders de l'IA. C'est un pur player de l'IA, mais une IA qui est vendue essentiellement au Pentagone et à des agences gouvernementales, aussi à des grands clients privés, pour rendre les analystes plus performants.
Alors, terminons notre revue par Finaltis Gold, qui s'appelle encore Landault Investment Lux Gold. Pourquoi? Parce qu'on attend impatiemment, là aussi, la migration de ce compartiment Gold sous notre SICAV luxembourgeoise Finaltis Funds. Et au passage, on attend également sa classification officielle CDR8. Depuis la reprise de cette gestion le 8 novembre 2021 par Finaltis, nous appliquons des critères d'analyse extra-financiers, bien sûr, et nous avons une approche très particulière combinant le meilleur de nos savoir-faire en matière de gestion discrétionnaire, de sélection de titres et en matière de gestion quantitative, d'où l'approche quanta-mentale que nous affichons ici. Alors, depuis le début de l'année, grâce à un rebond net de ces minières aurifères, et particulièrement celle de Finaltis Gold, et bien depuis début mars, grâce à ce rebond, nous sommes revenus en territoire positif depuis le début de l'année. Alors l'or a un comportement décevant et les minières aurifères sont des amplificateurs de ce comportement de l'or. En tout cas, c'est ainsi que nous voulons gérer Finaltis Gold. On ne transige pas sur la qualité financière, on ne transige pas sur la qualité extra-financière, et donc nous n'avons que des entreprises de minières qui sont opérationnellement et bilancièrement extrêmement bien gérées et qui respectent les critères les plus stricts en matière de qualité, en matière extra-financière. Voilà, donc ce ne sera pas une surprise quand on verrait donc sur la droite que la plupart de ces entreprises opèrent depuis le Canada, enfin l'Amérique du Nord de manière générale, le Canada en tête, avec les États-Unis ou l'Europe. Et elles opèrent des mines dans des pays où il est possible d'appliquer ces critères extra-financiers et d'éviter de mauvaises surprises. Alors, on peut se diversifier sur d'autres minières de métaux précieux, comme les minières argentifères, vous voyez en milieu du top 10 Pan American Silver, par exemple, et on peut également se diversifier vers des minières généralistes qui sont très, très actives et qui, si elles avaient leur département aurifère indépendant, seraient de très gros acteurs des minières aurifères, comme Rio Tinto, vous voyez également tout en bas du top 10. Alors, chaque mois, on a coutume d'illustrer par une pépite. Et dans le rapport de gestion de février, on a voulu mettre un coup de projecteur sur ce projet de rapprochement par OPE, échange de titres, donc Newmont, donc la première minière aurifère au monde, spécialisée, qui veut racheter la 7e mondiale, qui s'appelle Newcrest. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont les 3 premières lettres de leur nom en commun, mais parce que leurs activités sont très complémentaires. Et en l'occurrence, nous sommes assez convaincus que ce serait une bonne opération. Alors voilà comment le cours de bourse ont évolué. Alors bien entendu, assez classiquement, lorsque la cible, le cours de la cible, l'annonce est faite, eh bien le cours de la cible monte, et puis le cours de l'acquéreur potentiel, lui, se voit légèrement attaqué du fait de l'effet dilutif potentiel perçu par les investisseurs. Néanmoins, d'un point de vue opérationnel, tout ceci fait énormément de sens. Voilà le coup de projecteur qu'on a choisi sous forme de pépite le mois dernier. Bruno et moi en avons terminé, en tout cas sur les grandes idées, les grands principes qu'on voulait échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter quelques membres de l'équipe de Finaltis que ce soit, avec lesquels vous êtes en contact. On sera toujours ravis de discuter, d'approfondir, de défendre nos idées et également de changer d'avis si vous nous objectez des éléments qui nous convainquent, et c'est la beauté de notre métier, c'est cet échange. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, on est à votre disposition et en fait on aime ça. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mois, et on vous dit au plus tard, en espérant que ce soit plus tôt que cela, mais au plus tard à mi-avril. À bientôt. Merci. Merci.